Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Extraterrien pour ce nouvel épisode dédié à la nutrition sportive. Donc on fait effectivement tous les derniers vendredis de chaque mois un épisode en partenariat avec notre entreprise préférée, NutriPure. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Marie. Salut Marie. Salut, ça va ? Ouais, ça va très bien. Je suis ravi. Aujourd'hui, on va parler de boissons d'endurance. Et c'est un sujet sur lequel que moi j'ai découvert sur le tard, parce que pendant très longtemps, j'ai bu que de l'eau. Donc j'ai hâte de développer, si tu veux, tout ça et un peu de comprendre à quoi ça sert, comment est-ce qu'on peut choisir. Mais avant tout, est-ce que tu peux rapidement te présenter pour les auditeurs et les auditrices qui ne te connaissent pas encore ? Bien sûr, donc je m'appelle Marie Chavanne, je suis nutritionniste experte en nutrition sportive chez NutriPure où j'ai développé le service nutrition pour accompagner des sportifs de tout niveau et également de tout sport, dont moi-même je suis issue puisque j'ai été athlète de haut niveau en biathlon. Ok, super, on est entre de bonnes mains aujourd'hui. On va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on appelle une boisson d'endurance ? Alors une boisson d'endurance, ça va être une boisson d'effort qui va avoir une composition adaptée aux besoins du sportif. Il faut savoir que pour des exercices allant jusqu'à 1 heure d'effort, l'eau sera suffisante. En revanche, au-delà d'1h30 d'effort, on va venir ajouter une boisson énergétique, une boisson d'effort, pour plusieurs raisons. Déjà parce que les stocks d'énergie, ce qu'on appelle le glycogène au niveau musculaire, est limité au niveau de l'apport en énergie. Donc nécessairement, on va avoir un apport exogène. Également parce qu'il va y avoir des pertes importantes en vitamines, minéraux. Donc ça permettra d'être comblé par le biais de la boisson. Et aussi parce que le statut hydrique de l'athlète conditionne la performance. On le sait, on le répète souvent, on est composé à 60-70% d'eau. Donc il y a une importance d'être bien hydraté qui est primordiale. D'accord, ok, super. Effectivement, on a beaucoup parlé d'hydratation dans les précédents épisodes, notamment sur l'endurance. Peut-être pour mettre un petit peu quelques éléments de contexte et un peu de définition, des fois j'entends parler d'électrolytes, des fois j'entends parler de boissons isotoniques. Moi je suis un petit peu perdu dans tout ça. Est-ce qu'on peut clarifier un petit peu le vocabulaire et expliquer les différents termes que l'on peut retrouver ? Tout à fait. Alors, quand on parle de boisson isotonique, c'est en général ce qu'on va rechercher puisque ça signifie que la concentration de la boisson va être identique à la concentration que l'on retrouve dans le sang. Autrement dit, l'absorption va être la plus adéquate, la plus efficace puisque la disponibilité sera directe. À l'inverse, on peut avoir des boissons hypertoniques, ce qui induit une concentration plus importante que celle retrouvée dans le sang. Généralement, on pourra en reparler aussi, mais à risque sur la partie digestive, et c'est ce qu'on va essayer d'éviter malgré tout, versus des boissons hypotoniques qui seront moins dosées en fait. C'est tout simplement, ça fait référence à la concentration, à la teneur en glucides, en vitamines, minéraux qu'on va retrouver dans notre boisson. Mais nous, ce qu'on va prioriser, c'est vraiment une boisson isotonique pour avoir déjà un confort digestif et une disponibilité au niveau de l'absorption des nutriments retrouvés. Ok, donc isotonique, ça veut dire avec une composition assez similaire à celle de notre sang. C'est ça. Ok, pour faciliter l'assimilation, notamment au niveau de l'estomac, quoi, j'imagine. Oui, exactement, c'est Okay. c'est l'objectif. Et pour la partie électrolyte, pour le définir, ça va être des vitamines et des minéraux qui vont intervenir alors dans le métabolisme énergétique, mais surtout qui vont être perdus au cours de l'effort, via la sueur majoritairement. Et pour lequel on va avoir de gros rôles importants, notamment sur la contraction musculaire, où donc le besoin sera primordial à l'effort, d'où la nécessité d'en apporter et de pallier à toutes ces pertes. Pertes qui peuvent osciller entre 500 ml jusqu'à 2,5 litres par heure d'effort. Là encore, ça dépend des conditions climatiques, du type de sport, de l'intensité. Voilà. Mais en moyenne, on a quand même toutes les heures un grand volume d'eau qui est perdu. D'accord, ok. Donc si je comprends bien, les électrolytes, c'est effectivement uniquement les minéraux, donc vitamines et nutriments
les nutriments, donc vitamines et minéraux. Micronutriments, même si on veut être très précis. Tu as raison, reprends-moi. Et de l'autre côté, effectivement, la boisson d'endurance ou boisson isotonique, c'est à la fois du coup des électrolytes et en même temps un apport glucidique pour répondre aux besoins d'un effort, par exemple, en endurance. C'est ça. Et je pense que c'est important de préciser que les électrolytes n'ont pas, vu que c'est des micronutriments, n'ont pas de rôle énergétique à proprement parler. Pour le citer, on va retrouver généralement sur la partie minéraux, sodium, potassium, calcium, magnésium et zinc, qui vont être des antioxydants, qui vont intervenir dans la contraction musculaire, etc. Et sur la partie vitamines, généralement, ça va être B1, B2 et vitamine C, qui là aussi interviennent dans le métabolisme énergétique, mais ce n'est pas un apport énergétique à proprement parler. Ce n'est pas un carburant comme les glucides qu'on va rechercher. Parce que je le précise, parce que j'ai une athlète de haut niveau que j'ai eu en consultation il n'y a pas longtemps, qui a misé à 100% sur les électrolytes, mais qui a misé double en plus, puisqu'elle a doublé la dose, et malheureusement, elle l'a payé sur la sphère digestive, puisqu'il peut y avoir un effet de trouble avec un dosage trop important. Donc d'un côté, elle n'a pas eu d'apport glucidique, alors qu'elle pensait qu'elle allait en avoir. Oui. Et de l'autre, effectivement, elle a doublé l'apport en minéraux, ce qui forcément peut causer des troubles digestifs. Elle n'a pas dû passer une très bonne course. Non, ça a été compliqué, effectivement. Et maintenant, elle sait pourquoi, donc c'est le principal. Bon, bah écoute, je me sens moins bête et j'ai bien fait de poser la question, parce que si tu dis que tu as des athlètes de haut niveau qui font aussi cette erreur-là, je pense que c'était important de préciser. Peut-être très rapidement, est-ce que ça peut valoir un intérêt de consommer des électrolytes en dehors d'une pratique sportive ou d'un événement sportif? Il me semble en avoir déjà entendu parler pour des lendemains de soirée un peu arrosés notamment. Est-ce que c'est une pratique qui peut se faire ou dans d'autres contextes? Je pense que tu fais peut-être écho aux solutions de réhydratation. Il y en a qui le prennent pour anticiper un peu le lendemain. Après, à l'origine, les électrolytes, c'est plus dans un contexte sportif, dans le cas où on est dans un effort intense ou par temps chaud, et ce qui induit donc des pertes importantes. Donc, généralement, au quotidien, on n'a pas nécessairement besoin de supplémenter sur les électrolytes, dans le sens où, par exemple, un multivitamine va déjà apporter vitamines, minéraux de façon plus complète. Ok, donc c'est vraiment dans le périmètre de l'entraînement et de l'effort. Parce qu'on cible vraiment sur les pertes induites par l'effort, et on touche vraiment du doigt les besoins de l'organisme à ce moment précis. Donc c'est vraiment spécifique, les 5 minéraux que j'ai cités et 3 vitamines qui vont intervenir pour améliorer la performance et l'exercice. Ok. Très bien. Bon, en tout cas, on a bien le contexte, on a bien le cadre, on a les éléments aussi pour définir ce que c'est. J'étais un petit peu perdu, moi, en tant que consommateur. Je vais te poser une question, c'est quels sont peut-être les critères à prendre en compte lorsque l'on souhaite justement à essayer une nouvelle boisson d'effort ou qu'on souhaite justement s'y intéresser. Comme je te le disais, moi j'ai toujours, en tout cas pendant très longtemps, c'était eau et banane, même sur les marathons. Là je commence à m'y intéresser. Qu'est-ce que je dois regarder concrètement ? Alors du coup, quand on va choisir une boisson d'effort, je dirais qu'il y a quatre critères majeurs sur lesquels on va être vigilant. Le premier, ça va être le choix des glucides. C'est-à-dire les glucides qui représentent vraiment notre carburant, l'apport en énergie. Au même titre qu'on mettrait de l'essence dans une voiture, nous, les glucides, ont cet apport en énergie. L'avantage, c'est qu'on a 2 récepteurs, notamment glucose et fructose, donc ce qui signifie deux fois plus d'apport en énergie si on les combine. Donc généralement, dans une boisson, on va essayer de respecter un équilibre 2 tiers glucose, 1 tiers fructose, puisque le fructose est plus à risque sur la sphère digestive, donc plus dangereux, qui serait plus à risque pour occasionner des troubles digestifs. Donc ça, c'est une première chose, le choix des glucides, donc glucose et fructose que je vais préconiser. Glucose via la maltodextrine notamment, qui va être très bien tolérée sur la partie digestive, qui a un goût également plutôt neutre, donc qui passe super bien pour les efforts. Deuxième chose, ça va être le dosage. On va essayer de regarder, là encore, donc sur la lecture des étiquettes, le dosage en glucides qui va en fait être influencé directement par la température extérieure. C'est-à-dire que par temps chaud, étant donné qu'on va s'hydrater davantage, on va avoir tendance à sous-doser la boisson, aux alentours des 25-30 grammes de glucides par litre, versus par temps froid, étant donné qu'en général on va moins boire, on va être plus aux alentours des 60 grammes de glucides.
Donc ça, si je résume déjà, le choix des glucides, le dosage des glucides. En troisième point, on va être vigilant donc, sur ces fameux électrolytes, pour voir que le dosage soit bon, juste et suffisant sur la partie sodium. Parfois, certains sont sous-dosés, d'autres surdosés. Là encore, on a des risques digestifs qui peuvent y être associés. Et quatrièmement, voir s'il y a la présence quand même d'acides aminés, notamment les BCA, donc acides aminés branchés, que sont la leucine, l'isoleucine et la valine, qui vont intervenir pour prévenir le catabolisme musculaire, donc retarder un petit peu la dégradation et l'atteinte au niveau de la masse maigre, et retarder le seuil d'apparition de la fatigue. Donc pour notamment des séances ou des sorties qui vont dépasser les 2h, 2h30, ça fait sens sur de l'endurance ou de l'ultra-trail, des choses comme ça, même des triathlons, peu importe la discipline, mais d'ajouter quand même des BCA. Donc ça serait vraiment d'avoir l'apport en énergie via les glucides, de pallier à toutes les pertes en vitamines et minéraux par les électrolytes et de retarder le seuil d'apparition de la fatigue et prévenir ce catabolisme musculaire par les BCA. D'accord, ok, très clair. Donc, si je comprends bien, tout est question de dosage. Et quand on va aller choisir un produit disponible sur le marché, on va surtout regarder en fonction du dosage quels peuvent être certains avantages et quels sont les inconvénients. Et du coup, quels sont les éléments à risque ? Tu as mentionné la digestion. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres choses à surveiller si jamais je choisis mal ma boisson ? Alors c'est sûr qu'à l'effort, le tube digestif sera nécessairement en repos. L'énergie est en direction de la partie musculaire qui tourne à plein régime et en pleine activité. Donc le dosage va être primordial. Et là encore, il faut, je pense, regarder les indications, les préconisations qu'on a sur la boisson, mais on peut très bien de nous-mêmes aussi réajuster ce dosage parce qu'on peut là aussi diluer davantage et tester. Moi, ce que je préconise à mes sportifs, c'est de partir d'un dosage peut-être plus bas pour démarrer, donc même à 25. En général, une boisson énergétique démarre à 25 grammes de glucides par litre. Donc ça peut être l'équivalent d'une cuillère et demie de maltodextrine, par exemple, pour être concrète. Et de voir un petit peu la réponse de l'organisme au niveau de l'absorption et la tolérance digestive, ce qu'il en est, mais aussi le ressenti, la performance. Et progressivement d'augmenter, parce que l'apport en énergie, on peut l'avoir via notre boisson, certes, ou via l'alimentation. Tu me parlais des bananes. Ça peut être aussi, entre guillemets, le substitut à la boisson énergétique. L'intérêt de la boisson, c'est qu'elle est sous forme liquide, donc pas à risque sur la partie assimilation et absorption, puisque la disponibilité se fait très rapidement sous cette forme-là. Ok, d'accord, donc très clair. Effectivement, moi j'étais un grand défenseur des bananes, mais déjà elles ne contiennent pas de tous les minéraux, tous les nutriments. Elles ne contiennent pas aussi non plus de BCA. Et je ne sais pas si, en tout cas, c'était bien dosé sur la partie glucidique, parce qu'effectivement, c'était plus d'écouter un peu ma faim et mes envies, et ça vient assez naturellement. Et puis sur un marathon, au bout de la deuxième, troisième banane, on peut en avoir un petit peu marre. Je voulais aussi te demander, est-ce que il est possible de préparer sa propre boisson d'endurance à la maison, par soi-même ? Je te dirai après pourquoi je te pose la question. Ok, ça marche. Effectivement, il est tout à fait possible pour démarrer d'être sur du fait maison et partir avec une base d'eau, d'y ajouter ces fameux glucides dont je parlais. Donc ça peut être via du miel, un peu de jus de raisin parce qu'il est moins risqué que le jus de pomme ou le jus d'orange qui généralement passe moins bien à l'effort. Okay. Donc c'est plus du jus de raisin bon ou ça peut être un peu de sirop par exemple, sirop de menthe, des choses comme ça, de combiner plusieurs types de glucides et de tester différents dosages, puis d'ajouter la pincée de sel si on est par temps chaud ou lors d'efforts intenses. Okay. Voilà, ça peut être un peu déjà un point de départ, je trouve, assez intéressant. Et dès lors qu'on a un but de performance, c'est sûr que la maltodextrine, ça va être, je dirais, un indispensable, un incontournable, qui va vraiment faire partie numéro 1, qui va être l'une des bases, l'une des premières composantes de notre boisson. Et qu'on va essayer de privilégier du plus possible. Mais là encore, c'est un peu le test and learn, comme on dit. Chacun se fait aussi son expérience, voit aussi à l'entraînement, déjà tout tester à l'entraînement et ne rien improviser le jour d'une compétition. Ça, c'est quand même la règle d'or.
Ok. Oui, je te posais la question parce que là, on a quand même beaucoup parlé de glucides, tu vois, de glucose, de fructose. Moi, j'ai l'impression de voir du sucre un peu partout, et notamment dans les produits, notamment sur les goûts. Et une des choses, moi, qui me lasse le plus, notamment sur les produits d'endurance, c'est que c'est très souvent un goût sucré, et je trouve ça assez écœurant au bout de 2 heures, 3 heures d'effort. Est-ce que, effectivement, tu as mentionné la pincée de sel, mais est-ce qu'on peut aussi trouver des produits au goût salé pour justement apporter un peu de variété et de renouvellement dans les saveurs qu'on peut avoir? Je comprends. Alors c'est vrai que dès lors qu'on est sur des efforts relativement longs en termes de durée, on va dans tous les cas préconiser d'alterner du sucré et du salé pour pas avoir ce côté écœurant, comme tu le disais. Nous, l'avantage chez NutriPure, et en plus elle est sortie ce mois-ci, c'est on propose en fait une boisson qui est au goût neutre. Okay. Donc c'est, je pense, un gros plus pour pas avoir ce côté écœurant du sucré comme tu pouvais le dire. Et derrière, via l'alimentation, d'alterner effectivement avec différents apports plutôt salés. Il peut y avoir des barres salées, il peut y avoir un peu des gâteaux sport, des mini sandwichs un peu adaptés. Ça peut être des fois des protéines par le biais du jambon ou même des gâteaux apéritifs en montagne ou des choses comme ça qui sont assez riches en sodium. Donc voilà, il y a des alternatives comme ça. Après, ça peut aussi en solution de réhydratation, je pense surtout sur les sports de montagne, tout ce qui va être soupe, potage, etc. Ouais. Ça marche bien parce que généralement c'est assez salé. Il y a plein de vitamines, plein de minéraux. Voilà, après forcément la soupe elle passera pas pour toute l'année et dans le bidon c'est un peu compliqué, mais c'est vrai que beaucoup proposent des boissons plutôt sucrées. Ouais. Donc là encore, je pense que si tu pars sur une base de malto, l'intérêt c'est qu'il y a un goût qui est neutre. Donc libre à toi de compléter derrière en fonction de tes goûts et envies. Bon très bien, j'ai bien fait de poser la question parce qu'effectivement, je suis un petit peu las des produits au goût très chimique et très sucré. Et du coup, là, ça pourra me permettre de redécouvrir et de me refaire un avis par moi-même. Écoute, je crois qu'on a bien fait le tour, en tout cas sur le sujet de la boisson d'endurance. On a vu effectivement qu'est-ce que c'était, les différents termes. On a aussi vu quels étaient les 4 grands critères justement pour choisir sa boisson. On a vu les avantages et les inconvénients que les différentes boissons pouvaient avoir et enfin comment la faire soi-même. Donc c'était vraiment un épisode très complet. Merci beaucoup Marie pour cet épisode. Merci à toi. Je rappelle aussi aux auditeurs et aux auditrices qui veulent aller plus loin et pourquoi pas prendre rendez-vous avec toi et pouvoir ajuster leur plan nutritionnel, qu'il y a un lien directement dans la description de cet épisode, ainsi que vers le blog de NutriPure où il y a beaucoup de contenu pour les athlètes d'endurance qui cherchent à progresser, à performer et à avoir des plans nutritionnels carrés et au top. Salut Marie, à bientôt. À la prochaine, merci. Ciao. Ciao.